Alors, aujourd'hui, on se voit, c'est un peu pour parler de MaPrimeRénov' et des nouveautés de 2026. Parce que MaPrimeRénov', c'est comme la mode, c'est en fonction des saisons. On a une nouvelle collection qui sort, et donc là, on va vous présenter la collection hiver-printemps de 2026, en espérant qu'elle dure toute l'année, celle-ci. Euh, Avec nous, on a Monsieur Sherpa, qui est un ancien client d'Itac, et surtout il va pouvoir vous raconter son expérience avec MaPrimeRénov', les difficultés qu'il a pu rencontrer, et ce qui, au contraire, aussi s'est bien passé, pour que vous puissiez aussi avoir un retour d'expérience d'une personne qui est déjà passée à travers le parcours, ce qui est toujours utile. Euh, donc, si je fais un récapitulatif assez sommaire de ce qu'on va se raconter, je vais vous parler de MaPrimeRénov' dans les grandes lignes. Si jamais vous voulez me poser des questions, le plus simple, c'est de les écrire dans le chat, comme vous avez pu commencer à le faire, sur écrire des choses dessus. Et je prendrai le temps d'y répondre, soit au fur et à mesure, soit, si c'est un souci de compréhension, je m'arrêterai. Et si c'est une question d'information complémentaire, j'y répondrai à la fin avec plaisir. Ensuite, du coup, Monsieur Sherpa fera un retour d'expérience sur sa maison, son logement à lui, et puis après, on pourra justement prendre le temps d'échange sur les questions-réponses. Sans plus attendre, on est parti. Donc, MaPrimeRénov'. Alors déjà, il faut savoir qu'on parle de MaPrimeRénov', mais en réalité, il y a 3 dispositifs au sein de MaPrimeRénov'. Vous avez un parcours qu'on appelle par geste. C'est quand vous faites des travaux de manière unitaire. Vous décidez de changer votre système de chauffage, par exemple, ou vous décidez de changer vos fenêtres. Mais on parle vraiment de travaux unitaires qui sont faits seuls. C'est pas là-dessus qu'on va s'attarder le plus longtemps. J'en parlerai un petit peu. On va surtout parler du parcours accompagné. Le parcours accompagné, ça consiste à faire au moins 2 sauts de classe énergétique. Donc, votre DPE, il est, mettons, à F, et vous le faites passer, du coup, à D. Le parcours accompagné, c'est celui qui permet de récupérer le plus d'aides, mais c'est aussi, du coup, celui avec le plus de contraintes administratives. Et on va s'attarder dessus, notamment pour vous montrer les contraintes et vous expliquer tout ce par quoi il faut passer. Et enfin, il y a les copropriétés. Parce que donc, les 2 premiers parcours, par geste ou accompagné, s'adressent à des propriétaires d'appartements ou de maisons, donc en tant que logement individuel. Les copropriétés s'adressent à un logement collectif, donc vous pouvez, en tant que propriété, aussi faire appel à MaPrimeRénov' pour financer des travaux qui vont être réalisés sur l'intégralité de l'immeuble. Avoir en tête que vous pouvez très bien avoir fait une rénovation au niveau de votre appartement via un parcours par geste ou via un parcours accompagné, et également bénéficier d'une rénovation avec MaPrimeRénov' sur l'ensemble de votre copropriété. Donc les deux peuvent s'accumuler. La différence que je dirais entre les deux, c'est que sur la copropriété, le temps est encore plus long que sur le parcours accompagné. Parce que vous avez une séquence qui va commencer déjà par des diagnostics qui sont un petit peu longs. Après, vous avez des itérations, malheureusement, où annuellement, c'est l'Assemblée générale qui va voter d'aller à l'étape d'après ou pas. Et donc, en fait, le projet, il y en a pour 4 ans à peu près, là où le parcours accompagné, c'est plutôt 2 ans. Et le parcours par geste, ça peut être moins d'1 an. Voilà pour les ordres de grandeur. Zakia, on pourra discuter en visio si vous voulez à la fin. Je pourrais prendre les questions en visio, en direct. Pas de souci là-dessus. Sur les nouveautés. Alors déjà, sachez que cette année, l'État veut mettre le paquet sur les pompes à chaleur. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'électrifier un maximum les logements en France dans l'objectif d'utiliser le surplus d'électricité qu'on produit. Vous savez qu'on a un gros parc nucléaire et qu'aujourd'hui, on a tellement d'électricité qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc, on la vend à nos copains européens. Mais si on pouvait se débarrasser du pétrole et du gaz qui nous coûtent très cher à l'import, l'État serait très content. Et donc, pour ça, ce qu'il vous propose, c'est des grosses subventions sur des pompes à chaleur pour remplacer votre chaudière à gaz ou à fioul. Donc ça, c'est le parcours par geste. Et c'est pour ça qu'il a arrêté de subventionner maintenant les chaudières biomasse et l'isolation des murs, parce qu'il se dit, en fait, c'est important, et ça, on en rediscutera après, c'est extrêmement important l'isolation des murs. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que vous électrifiez, parce qu'il veut arrêter d'importer du pétrole et du gaz.
L'autre nouvelle du jour que je peux vous donner, parce que ça c'était tout récent d'il y a quelques heures, on a appris que le budget de l'État, donc qui a fait un vrai feuilleton Netflix ces derniers mois, devrait être promulgué là dans les prochaines heures, prochains jours, donc c'est soit aujourd'hui, soit demain. Et donc, on va avoir, selon toute vraisemblance, la réouverture du guichet MaPrimeRénov' à partir de la semaine prochaine. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle, d'autant plus que il faudra être rapide sur ce coup-là. L'État a prévu 120 000 rénovations d'ampleur. Les rénovations d'ampleur, c'est dans le cadre du parcours accompagné. 120 000 rénovations d'ampleur cette année. Et il y en a déjà, malheureusement, 83 000 qui sont en fait déjà bloqués par des dossiers qui ont été déposés en 2025. Donc, ceux qui voudront faire une rénovation d'ampleur en 2026, ils auront intérêt à rapidement déposer un dossier et rapidement prendre contact avec un organisme, Mon Accompagnateur Rénov', pour pouvoir lancer les démarches. Ensuite, alors Hélène, la vente d'électricité est rendue obligatoire. Oui, effectivement, c'est une demande, oui. Et d'ailleurs, on a gagné beaucoup d'euros là-dessus, plusieurs milliards d'euros qu'on a gagnés cette année, en 2025, grâce à cette vente d'électricité. Mais on le fait aussi parce qu'on a un surplus, parce qu'on ne consomme pas assez et que par rapport aux prévisions de RTE, on est bien en deçà de l'électrification de notre énergie telle que c'était prévu en 2025-2026. Je continue mon histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la rénovation d'ampleur et pourquoi est-ce que la rénovation d'ampleur, c'est important? Donc, il y a tout un tas d'études et de rapports, notamment publiés par l'ADEME, qui montrent que la rénovation par geste, ça a un impact, mais assez limité en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, seulement 20% des rénovations par geste aboutissent à un changement de classe énergétique. Donc, dit autrement, 80% des rénovations en monogeste ne changent pas votre étiquette DPE. Et seulement 5% d'entre elles vont faire un gain de 2 classes. Donc, si on veut avoir une vraie réduction de votre consommation énergétique et un vrai gain de confort, le mieux, c'est de faire une rénovation d'ampleur qui va toucher les 3 grands types de travaux que sont l'isolation, en premier, qui est le plus important, ensuite le chauffage et après la ventilation. La ventilation, on l'oublie souvent, mais c'est les 3 grands types de travaux sur lesquels il faut jouer dans le cadre d'une rénovation d'ampleur. L'autre chose à avoir en tête, c'est que si demain vous installez une pompe à chaleur dans votre maison, vous allez sans doute gagner 2 classes énergétiques parce que le calcul du DPE fait que la pompe à chaleur fait gagner beaucoup de classes. Le gros problème que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir des facteurs d'électricité qui vont exploser. Une pompe à chaleur dans une maison non isolée, ça revient à mettre une résistance électrique dehors et de chauffer très fort en espérant que ça tienne. Donc souvent, vous allez avoir froid et vous allez avoir des factures à plusieurs centaines d'euros par mois. Alors, je fais un petit point sur les questions pour vérifier s'il n'y a pas des choses de compréhension. Tac, tac, tac. J'ai acheté une petite maison. Hop, OK. OK, donc tout ça, je reviendrai un petit peu après sur les questions. Sur la rénovation d'ampleur, il y a des critères d'éligibilité. Il y a aussi des critères d'éligibilité d'ailleurs sur la rénovation par geste et sur la copropriété. Là, comme je vous l'ai annoncé en introduction, on fait un zoom sur la rénovation d'ampleur. Si vous avez des questions par ailleurs, on pourra en discuter aussi à la fin. Donc, le plus important, c'est d'être propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Certains propriétaires bailleurs peuvent avoir plusieurs logements, mais ils ne pourront déposer que 3 dossiers en même temps. Seulement 3 dossiers de subvention en même temps. Le logement doit avoir plus de 15 ans, ça doit être une résidence principale, et il faut que ça soit une maison ou un appartement classé E, F ou G. Autre point à avoir en tête, c'est que si jamais vous, en tant que propriétaire bailleur, vous êtes une SCI, vous pouvez bénéficier à condition que vous habitiez le logement en question. Pardon, donc c'est pas en tant que propriétaire bailleur, en tant que propriétaire occupant, vous pouvez être éligible en tant que SCI si vous occupez le logement en question. Les usufruitiers sont également éligibles aussi. Donc ça, c'est les critères un petit peu propres à l'occupant et propres aux travaux. Il faut savoir qu'il faut gagner au moins 2 lettres DPE et il faut qu'il y ait 2 postes d'isolation qui correspondent à des critères techniques assez importants qui, si je vous donne un exemple sur l'isolation intérieure, ça va nécessiter entre 15 et 20 cm d'isolation intérieure si jamais vous décidez de partir sur cette solution-là.
Il faut passer bien sûr par des artisans RGE et une des conditions importantes, c'est de passer par un organisme labellisé Mon Accompagnateur Rénov'. Alors, j'ai Zaka qui pose une question. Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'on commence? Parce que là, je n'ai pas la fin de la question, c'est dommage. Tac, tac, tac. Alors, ma maison est chauffée par des radiateurs électriques. Quel serait l'intérêt d'une pompe à chaleur? Euh, Ça dépend, j'ai envie de dire, de quand datent vos radiateurs électriques, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins performants en fonction de leur ancienneté. Et ensuite, la pompe à chaleur en tant que telle, comme j'ai essayé d'expliquer au début, n'a pas un intérêt en soi. Le plus important, au-delà de la performance d'un système de chauffage, c'est l'isolation. Parce que l'isolation va vous permettre de grandement diminuer l'utilisation de votre système de chauffage, quel qu'il soit, en faisant en sorte que la chaleur soit maintenue dans la maison et ne parte pas chauffer les petits oiseaux dehors. Alors, je pense que je vais être. Hop, ce que je ferai, c'est que je prendrai les questions à la toute fin, parce que sinon, je vais trop m'interrompre là-dessus. Donc, il existe des alternatives de financement sur MaPrimeRénov'. Donc, bien sûr, MaPrimeRénov', c'est une possibilité, mais il n'y a pas que ça. Si jamais vous voulez aller plus vite, parce que MaPrimeRénov', aujourd'hui, il faut avoir en tête que c'est plusieurs mois pour avoir le go de l'ANA qui gère ça sur votre dossier. Et derrière, il y aura également plusieurs mois à la fin des travaux pour récupérer le versement. Et du coup, certains propriétaires font le choix de se passer de MaPrimeRénov', mais ce qui est tout à fait entendable et, en fonction des situations de chacun. On peut trouver d'autres solutions de financement. La première à avoir en tête, c'est l'éco-PTZ, éco-prêt à taux zéro. Et l'audit énergétique peut vous permettre de récupérer jusqu'à 50 000 € de prêt à taux zéro. Donc ça, il faut aller contacter votre banque pour que vous puissiez en avoir un. Ensuite, il y a également des certificats d'économie d'énergie que vous pouvez aller récupérer. Autour de la rénovation d'ampleur, il faut savoir en tête que les certificats d'économie d'énergie, pour le coup, ils ne sont pas conditionnés à des niveaux de revenus. Et ça, on parle de plusieurs milliers d'euros. Ce n'est pas des dizaines de milliers d'euros, mais il y a quand même plusieurs milliers d'euros à les récupérer. Il y a des aides locales. Je vous invite à vous approcher là-dessus de votre métropole, de votre ville, de votre agglomération, de votre département, de votre région. Il faut éplucher toutes les strates administratives et territoriales, parce que peut-être que sur une de ces strates, il y a une ou plusieurs aides à la rénovation énergétique. Et c'est intéressant de les avoir en tête pour essayer de cadrer votre projet potentiellement en fonction de ces aides-là également. Sachez qu'un organisme qui est agréé Mon Accompagnateur Rénov' peut également vous aider à identifier ces aides locales, mais ce ne sera pas celui-ci qui fera les démarches d'aide. Il peut vous aider, et souvent, c'est des démarches qui sont similaires à celles de MaPrimeRénov', mais ce n'est pas dans leur mission de remplir le dossier. Certaines communes font également des exonérations fiscales sur la taxe foncière. Donc ça peut être intéressant, parce qu'une taxe foncière, ça peut coûter très vite entre 1 000 et 2 000, voire plus, euros, et sur plusieurs années. Donc si on exonère 2 000 € sur 3 ans, ça fait 6 000 €, ça devient tout de suite un peu intéressant. Et enfin, en tant que propriétaire bailleur, on peut avoir des avantages fiscaux avec des déficits fonciers. Donc là-dessus, il y a des dispositifs de Normandie et Loc Avantage. J'en parlerai pas de tout ça à chaque fois, pas plus en détail que dans cette slide, mais c'est pour vous dire qu'il y a un maquis de subventions et d'aides possibles, et que le mieux, c'est que vous puissiez regarder par vous-même ou prendre rendez-vous avec une personne de chez nous si vous voulez en savoir plus. Toujours sur la question, du coup, je reviens à MaPrimeRénov'. Il y a des critères qui sont définis en fonction des revenus pour savoir à quel niveau d'aide vous pourriez prétendre. Et ces revenus, les voici. Donc, il y a deux catégories de choses. Déjà, c'est est-ce que vous êtes en Île-de-France ou pas? Et après, c'est combien de personnes composent votre foyer. Donc, combien de personnes vivent sous votre toit. Et en fonction de ça, vous pouvez regarder aussi vous situer dans quelle case vous êtes. Donc, vous regardez le revenu fiscal de référence que vous avez. Donc, si vous êtes, par exemple, 5 personnes avec un revenu fiscal de référence dans le ménage qui est à 60 000 € en Île-de-France, donc 5 personnes, 60 000 €, ça veut dire que vous êtes du coup en modeste. Modeste, c'est les jaunes. Une fois que vous avez identifié quelle couleur vous êtes et quelle catégorie de revenus vous êtes aux yeux de MaPrimeRénov', on peut regarder maintenant après les montants de subventions qui sont du coup décidés pour l'année 2026. Donc il y a pareil là-dessus deux paliers. Il y a un premier palier où vous faites 2 sauts de classe, donc 2 gains de lettres DPE, et un autre où vous en faites 3 gains ou plus de lettres DPE.
Le plafond de dépenses n'est pas le même en fonction, 30 000 ou 40 000 euros. Si je prends un exemple toujours sur mon jaune, qui est donc le revenu modeste, qui décide de faire 3 sauts de classe, il va pouvoir toucher 60% du coût des 40 000. Et donc, ça va représenter 25 600 euros. Donc, les plus 1 600 euros, à quoi ils correspondent? Ils correspondent en fait à la subvention sur la prestation de mon accompagnateur Rénov en tant que tel. Et tout en dessous, vous avez une autre ligne qui s'appelle l'écrêtement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écrêtement? L'écrêtement, c'est vous dire que, comme je vous ai présenté juste avant, il y a possibilité d'accéder à d'autres aides. Donc, les autres aides, c'est quoi? C'est les aides locales, c'est la taxe foncière et ainsi de suite. Et donc, ce que dit l'État, c'est que vous ne pouvez pas, en tant que jaune, bénéficier de plus de 90% du montant total de vos travaux. Donc, vous voyez, au début, c'était 60%, mais avec les aides locales, ça peut monter jusqu'à 90% du coût total de vos travaux qui peut être pris en charge par différents dispositifs. Donc, mon accompagnateur Rénov, qui est la clé du dispositif sur la rénovation d'ampleur et le parcours accompagné, c'est un parcours long par étapes que je vais vous détailler et qui dure que pas mal de temps. Il faut avoir en tête que malheureusement, les délais entre le moment où on commence son projet et le moment où on reçoit la notification d'octroi, c'est en moyenne aujourd'hui 6 à 9 mois. Donc, la notification d'octroi, c'est le moment où l'ANA vous dit « c'est bon, je valide définitivement votre dossier, vous pouvez commencer les travaux sans risque ». Et à l'issue des travaux, le versement des aides, pareil, c'est quelque chose qui est long, qui peut durer 4 à 6 mois. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la première étape à faire, avant de faire quoi que ce soit, c'est de faire un audit énergétique. L'audit, c'est différent du DPE. L'audit, c'est une étude thermique portée par un bureau d'études, généralement, un bureau d'études thermiques. Et l'objectif de l'audit, c'est de vous conseiller de manière très personnalisée sur les travaux à réaliser chez vous et aussi, surtout, de chiffrer ça de manière précise, de sorte à ce qu'on puisse identifier le scénario de travaux, c'est-à-dire l'ensemble des travaux qui auraient du sens et qui forment une cohérence par rapport à votre logement, votre budget, vos contraintes et vos aspirations. Donc, en fait, vous définissez un optimum, vous dites, voilà, monsieur bureau d'études thermiques, moi j'ai 30 000 euros ou 40 000 euros de travaux à mettre maximum. Mon objectif principal, c'est d'arriver à D parce qu'il faut que je puisse relouer mon bien. Pour ça, en fait, et ce que je ne veux surtout pas faire, c'est je ne veux surtout pas toucher à l'isolation par l'extérieur parce que j'ai une très belle façade et que du coup, je veux la conserver telle qu'elle. Donc, vous donnez vos contraintes et l'audit énergétique doit essayer de trouver la réponse en termes de travaux et de modélisation thermique qui permettent d'arriver à cet optimum que vous décrivez. Et surtout, à la fin, ça vous donne de la visibilité donc, sur, bien sûr, donc, quels travaux faire, donc derrière pour pouvoir aller chercher les devis correspondants. Et ça vous donne aussi de la visibilité sur quel serait votre reste à charge. Parce qu'en fait, le reste à charge ne peut se calculer que sur la base d'un scénario de travaux ultra précis. Et en fonction de ça, ça vous permet de vous dire sur est-ce que vous voulez y aller ou pas. Il y a pas mal de clients qui, après l'audit énergétique, se disent en fait, malheureusement, le reste à charge est trop important, du coup, je préfère arrêter là. Donc, première chose à faire, l'audit énergétique. C'est hyper important, ça vous donne de la visibilité, ça cadre les choses, ça permet de faire un cahier des charges ultra clair ensuite pour les artisans. Et surtout, c'est non engageant, dans le sens où à la fin de l'audit énergétique, vous avez la possibilité de vous dire « je m'arrête ». Je ne vais pas plus loin, je ferai peut-être le projet dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand j'aurai récupéré de la trésorerie. La nouveauté de cette année, donc je vais parler de quelques nouveautés, il y a les questions des montants qui sont du coup réactualisés, que j'ai expliqué juste avant. Et l'autre nouveauté, c'est que l'État a décidé de rajouter toujours un petit peu plus de complexité dans le parcours en obligeant à un passage avec un rendez-vous avec un conseiller France Rénov. C'est-à-dire que avant de déposer votre dossier avec le tas de papiers administratifs qu'il faut pour que tout soit bien carré, il y a un nouveau papier à fournir, c'est l'attestation comme quoi, à un moment, vous avez vu un conseiller France Rénov dans un espace conseil. Voilà, c'est la petite étoile. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je pense que vous aurez accès aux slides juste après avec Mélanie qui vous les enverra. Mais là, je préfère avancer pour prendre d'autres questions à la fin et qu'on ait du temps par rapport à ça. Donc, il y a quelques écueils qu'on a pu rencontrer. Il faut savoir que le dispositif rénovation d'ampleur, il existe depuis le 1er janvier 2024. Donc maintenant, on a 2 ans de retour d'expérience. Et quand je dis 2 ans de retour d'expérience, en réalité, c'est 1 an parce qu'en fait, comme le parcours est long, quand on a commencé les premiers dossiers en 2024,
le temps qu'ils arrivent à leur terme, on était en 2025. Donc maintenant, on commence en début 2025, on avait le tout premier. Maintenant, on a enfin du recul pour voir justement les grandes tendances qui se dégagent par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir. Donc déjà, il y a de l'attente sur la notification d'octroi, comme je vous l'expliquais. Ça prend du temps, ça peut compter entre 4 et 6 mois. Ensuite, il peut y avoir des allers-retours. C'est-à-dire qu'en fait, l'ANA, comme ils ont déjà engagé 83 000 dossiers sur 120 000 à réaliser, eux, leur jeu, c'est d'étaler ça dans le temps le plus possible. Et si votre dossier peut être traité en 2027, ils seront très contents. Donc, comment est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont reçu votre dossier, s'ils ont spoté par exemple 3 petites cookies parce qu'il manque une virgule à un endroit, ils vont déjà vous renvoyer le dossier disant voilà, en fait, les pièces ne sont pas toutes complètes ou il y a une petite coquille, veuillez corriger la coquille. Donc, vous renvoyez le dossier dans les jours qui suivent. Et eux, après, ils ont 2 mois de plus de traitement pour traiter votre dossier. Et puis, en fait, ils avaient déjà vu les 2 autres erreurs, mais 2 mois plus tard, ils vous disent ah, voici la deuxième erreur. Et comme ça, ils ont gagné 6 mois. Et enfin, le délai de versement qui est également long, comme je l'ai précisé, ça fait à peu près en moyenne 6 mois. Donc, c'est hyper important que vous anticipiez la fin de la visite de chantier pour que votre accompagnateur rénov vienne le plus tôt possible, parce que c'est trop dommage de perdre du temps entre le moment où votre chantier est fini et le moment où l'accompagnateur rénov vient sur place constater la fin du chantier, parce que tant qu'il n'est pas venu, vous ne pouvez pas faire la demande de versement des aides. Alors ça, c'était voilà, vous aurez ça dans les salles des détails, mais sachez que du coup, pour les personnes qui décident de ne pas passer par les aides, il existe d'autres possibilités d'accompagnement, de suivi de chantier pour s'assurer que les travaux sont également efficaces. Donc ça, on appelle ça l'assistance et maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est des choix que chacun fait en fonction de sa situation. Certains vont se dire, bon, en fait, j'accepte de perdre du temps et d'avoir un process long devant moi, mais du coup subventionné. Ou d'autres vont dire, je préfère la rapidité, quitte à avoir un reste à charge plus élevé. Je vais laisser la main à Monsieur Charpa pour qu'il présente son cas, son projet de travaux, et ensuite, je reprendrai les questions. Bonjour tout le monde. Du coup, donc j'ai fait ce parcours de mon accompagnement Rénov avec le parcours d'ampleur. L'idée était venue que j'avais contacté France Rénov et France Rénov nous avait orienté plutôt vers ce parcours-là. Donc on a pris d'abord contact avec Itac pour faire cette première audit énergétique. Nous venions d'acheter une maison centenaire, donc avec beaucoup de travaux. Donc on le savait lors du moment d'achat qu'il y aurait celle-là. Donc c'était un passoire thermique, c'était F, mais je pense que j'aurais pu lui donner une pire note que ça si c'était possible, mais bon, c'était F. Et on a vécu, on a habité quand même 1 an dedans pour voir quels sont les travaux qu'on aimerait faire en priorité et pas, parce que on s'est dit si on fait beaucoup de travaux, on habite et on se rend compte qu'il y a d'autres travaux à faire, ça va juste accumuler le coût. Donc on a d'abord voulu habiter 1 an et puis faire les travaux. Et lorsqu'on a habité pendant 1 an, c'est vrai que les passoires thermiques, ça se sent surtout sur une maison. Parce qu'avant, on était dans un appartement et il y avait toujours les voisins qui chauffaient au-dessus et en dessous, donc ça allait. Mais quand vous êtes tout seul dans votre maison, ça commence à coûter quand même pas mal. Donc en hiver, on avait des pics à 840 € par mois. Ça fait très mal. Bon, voilà. Et le problème n'était pas seulement l'hiver, parce que l'été aussi, sous le toit, nous, on avait toutes les chambres à coucher qui étaient à l'étage et il faisait vraiment très chaud. Donc au moins, en vivant 1 an, on s'est rendu compte que voilà, l'hiver, en chauffant au maximum, c'était confortable, mais du coup, ça coûtait quand même très cher. Et l'été, la maison n'était pas très bien ventilée, pas très bien isolée. Du coup, on sentait qu'il faisait très chaud. Et donc, c'était pas vraiment confortable. Du coup, on a décidé de commencer les travaux. On a contacté l'ITAC vers juin, par un 1er mai. On a eu un rendez-vous téléphonique très rapidement qui nous a expliqué tout ce qui était possible, comment ça marchait, quels étaient les parcours, les différents parcours. Ils ont bien essayé de comprendre quelle était notre situation, notre besoin, etc. Donc, c'était très professionnel. Du coup, on a décidé de partir avec eux. Nous, on avait contacté 3 autres personnes, dont je ne me rappelle plus les noms d'ailleurs, mais 3 autres personnes avant Itac,
En termes de prix, Itac est quand même plus cher que les autres. Mais après discussion avec chacun, c'était quand même plus professionnel. Donc pour des rénovations de grande ampleur, on s'est dit ça serait mieux de partir avec quelqu'un un peu plus professionnel, même si c'est un peu plus cher. Donc finalement, malgré le prix, on est quand même parti avec Itac, on est assez content. Donc on a eu une première visite de l'audit vers juillet et on a eu le rapport d'audit assez rapidement après et puis une discussion avec notre interlocuteur sur l'audit, l'explication de l'audit, les différents scénarios, parce que dans l'audit, il y a une partie de la DPE et une partie quels sont les différents scénarios possibles. Bien sûr, les scénarios possibles a été discuté avec nous avant. Quel est le scénario minimum que vous devez faire pour avoir le truc? Quel est le scénario maximum que vous pouvez faire un petit peu voilà, en coût? Et quel est le meilleur rendement possible? Donc, les scénarios ont été fixés comme ça. Et c'était très bien. C'était très bien. Ça, cette première partie était très rapide. Donc, ça nous allait très bien. Et puis, on voulait absolument boucler le dossier avant décembre parce que, pareil que là, il y a des délais à respecter. On ne savait pas si on aurait d'autres dossiers qui pourraient, si notre dossier allait être accepté ou pas, etc. Donc, voilà. Donc, on voulait accélérer le truc et ça a avancé assez vite. Une fois que l'audit énergétique était fait, jusqu'à là, on n'a pas eu de difficulté particulière. Le seule difficulté qu'on a eue, c'est peut-être pas tant Itac, mais lorsque j'avais contacté France Rénov, c'était très 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 long, 5-6 mois entre les rendez-vous manqués, enfin bref, c'était compliqué. Mais une fois qu'on était sur Itac et l'audit, ça allait assez vite. Et après l'audit énergétique, donc il nous a présenté tous les trucs, combien ça nous coûterait, tout ça, etc. On a décidé de donc partir pour la rénovation d'ampleur. Moi, personnellement, j'avais fait donc il nous avait présenté dans l'audit énergétique combien ça coûterait. J'avais fait quelques devis de mon côté pour regarder si je partais avec des artisans non RGE, est-ce que ça me coûterait pas moins cher? Parce que la question, c'était, de toute façon, j'allais faire une rénovation énergétique. Si je fais par mon accompagnement rénov, j'allais toucher tant d'argent. Mais du coup, je suis obligé de partir par les RGE, qui en moyenne, pour moi, étaient plus chers. Et j'ai fait des devis sans RGE. C'était sensiblement pareil. Du coup, je me suis dit, si je pars avec des RGE, peut-être que ça sera mieux. Donc voilà, on est parti sur ça. Donc une fois qu'on a signé le contrat avec Itac, donc on a eu les premières présentations d'aide. J'ai eu en communication quelqu'un qui était chargé d'aide, parce que mon interlocuteur, je crois, c'était un ingénieur thermicien. Très bien d'ailleurs. Donc elle nous a expliqué tous les trucs de bande d'aide, etc. Donc il faut plein de papiers. Je me rappelle plus du tout lesquels, mais en tout cas on avait une longue liste et on a juste fourni toute la liste et quelqu'un s'en est chargé de tous les dossiers. Qu'est-ce que j'ai eu, ouais, entre le dépôt de dossier et l'octroi, ça a mis quelques mois. Mais je crois qu'on m'a dit que j'étais chanceux, que c'était assez rapide. Mais que ça pouvait durer plus longtemps. Donc nous, on a eu assez rapide. J'ai juste eu un coup de fil d'Alana une fois pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Elle m'a redemandé toutes les sommes, etc. Parce qu'elle m'a dit qu'il y avait de temps en temps des arnaques, de temps en temps des trucs. Donc il y avait quelqu'un qui m'a appelé pour vérifier que c'était bien moi, c'était bien mon dossier, etc., etc. Donc ça a été assez rapide. Nous, on a pris la décision d'attendre l'octroi pour commencer les travaux. C'est parce qu'on n'était pas pressé. Ça faisait déjà 1 an qu'on était dans la maison. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Donc après, Itac nous a mis en contact avec plusieurs artisans. Donc, je crois qu'on pouvait choisir nous-mêmes des artisans aussi. D'ailleurs, j'ai fait faire des devis par des artisans que je connaissais aussi. Finalement, les artisans que Itac a présentés étaient très bien. Donc, au final, on est parti par les artisans d'Itac parce que les prix étaient semblables et ceux que Itac avait conseillés, ils avaient déjà des retours eux-mêmes. Il me semblait très sérieux. D'ailleurs, les travaux sont finis. On est très très content de tout le déroulement des travaux avec les artisans qu'ils ont conseillés. Au cours de chantier, notre ingénieur thermicien est passé vérifier. Donc ça nous a rassurés parce que
Moi, j'y connais rien en travaux. Les gens du chantier avaient l'air très compétents et très professionnels et très sympas. Mais bon, que quelqu'un d'extérieur vienne aussi vérifier les travaux, c'était très bien. Donc, il y a quelqu'un qui est passé, qui est même monté sur le toit, enfin bref, regardez tous les détails. D'ailleurs, il a remarqué quelques points à améliorer, qu'on a fait passer le message aux personnes qui s'occupaient des chantiers et les remarques ont été tenues, donc c'était très bien. Puis, donc il y a eu la visite de fin de chantier après la finition et la clôture du dossier. Hum, Le clôture du dossier était aussi un peu longue et plein de petits papiers. Bon, c'est que des papiers, mais on l'a déposé. Et pareil, hein, je pense que il nous a envoyé une mail déjà, Lana, pour dire qu'il manquait des choses. Donc, ça s'est amené à perdurer, je pense, le versement des aides. Donc, on va voir. Euh, sur cette première partie, les difficultés qu'on a eues, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà savoir que les aides, c'est après les travaux, donc il faut avancer l'argent. Donc ça, c'était quand même voilà, une petite partie. Le deuxième partie, on comptait sur le éco-PTZ, une grande partie, euh, pour payer les travaux. Et en fait, ça s'appelle prêt, mais c'est pas vraiment un prêt. C'est-à-dire que nous, notre banque, on est Crédit Agricole, donc il n'y avait pas de souci pour avoir l'éco-PTZ, mais en fait, il fallait qu'on présente les factures de paiement, donc il fallait qu'on les paye, ou alors il fallait que le personne qui s'occupait des chantiers nous fasse un facture à payer et payer on transmet immédiatement, puis nous verser une partie. Enfin bref, en somme, il fallait presque avancer. Donc c'était pas un vrai prêt, en tout cas avec Crédit Agricole. Il nous a dit que c'était possible que ce soit un prêt pour une petite partie, mais il fallait un certain papier. Enfin bref. Du coup, c'était la première petite difficulté. On s'en est sorti quand même, hein, parce que du coup, le personne de chantier, comme il avait divisé le prix par 4, en fait, on a avancé une partie. L'éco-PTZ a versé une partie, on a payé une partie, on a avancé une partie. En fait, on a fait 4 fois et ça s'est passé, mais c'est pas vraiment un prêt. Enfin, en tout cas, à Crédit Agricole. Même si ça s'est bien passé après. Hein. Euh, voilà. Sinon, je crois pas avoir rencontré des difficultés particulières. C'est très long. Mais après, comme les travaux eux-mêmes étaient très longs, noyés l'un dans l'autre, ça allait. Est-ce qu'on est content après travaux? On est très très content. On a eu 25 000 euros d'aide sur la totalité des travaux. Alors, nous, une des décisions qu'on avait prises pour faire les travaux ou pas, c'était que lors de l'audit énergétique, il nous avait fait une courbe pour voir après combien de temps notre investissement était rentable et nous est rendu. Et au prix des travaux et au prix de consommation énergétique et de l'évolution du prix de consommation énergétique, je crois qu'il avait calculé 20 ans pour que, les travaux soient rentabilisés dans la maison. Nous, on a fait le calcul légèrement différemment. On s'est dit, c'est une vieille maison. Si je faisais pas les travaux d'énergétique, combien ça me coûterait? Par exemple, la chaudière avait plus de 19 ans. Il fallait le changer un jour, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Ça me coûterait 10 000. Allez hop. Le toit avait quasiment 100 ans. Il fallait changer des tuiles, revitrifier, refaire des trucs, rechanger quelques bois. C'était 10, 20 000, même si je faisais pas de travaux. Il y avait des portes d'entrée principale qui étaient fuyantes. Donc même si je fais pas de rénovation, j'allais pas laisser une porte fuyante. Donc en fait, finalement, j'ai mis en somme bout à bout tous les travaux que j'aurais fait, même si je faisais pas de rénovation énergétique, juste pour que la maison fonctionne, ajouter à cela le gain d'argent que je faisais, finalement, ça me prenait pas 20 ans pour le rentabiliser. Et puis, deuxièmement, si j'essaie de revendre un jour une maison qui est en F, je pense que ça allait être quand même plus compliqué que si je revends une maison en B. Donc, sur le faire de travaux ou pas, les travaux annexes a beaucoup joué. Les travaux annexes que je l'aurais fait, que je fasse une rénovation énergétique ou pas. Du coup, sur les consommations, on a vraiment eu un réel gain. Après, on était une passoire thermique, donc c'est pour ça qu'on a eu une réel gain. Par exemple, en bleu, c'était mes consommations d'énergie avant le changement et en orange après changement.
Je sais que l'année dernière, en 2025, en janvier, voilà, le 840, alors, je ne me rappelle plus la température moyenne de l'année dernière par rapport à cette année. Donc, mais bon, en somme, les factures d'électricité, enfin, de consommation sont quand même nettement plus bas. Et ça, je pense que sur le durée, ça sera voilà, rentabilisé entre la diminution de coûts, entre les travaux que j'aurais fait quoi qu'il arrive, et entre le moment de vente où forcément un F versus un B, je pense que c'est pas du tout la même chose. Donc sur les travaux, nous on avait fait tout, hein, on avait refait le toit entièrement, on avait fait l'isolation du mur entièrement par l'intérieur, on avait une chaudière à gaz qui a été remplacée par une pompe à chaleur parce qu'il fallait une pompe à chaleur. Après l'isolation, etc., c'était mieux. Et on a changé toutes les portes, les fenêtres, etc. On a à la fois, et on a rajouté des VMR qui sont pas sur les photos, mais des ventilations. Et vraiment, même cet été, hein, on a remarqué une réelle différence. Avant, l'été, sous le toit, le soir, c'était difficile, hein, il faisait chaud et humide, etc. Là, cet été, c'était hyper agréable. Donc, voilà. Merci, Monsieur Charpa, pour votre témoignage. Si besoin des questions qui vous viennent par ailleurs, je vous invite à nous appeler sur notre site internet, sur la page contact, il y a notre numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit appel pour qu'on puisse détailler sur votre cas particulier à vous.